Et on commence avec vous, Alex. Vous avez donc regardé la presse européenne ce matin. Que disent ces journaux ? Alors, la France riposte. L'un après l'autre, les journaux européens ont changé leur une cette nuit pour mettre celle-là, la même, que ce soit le Frankfurter Allgemeine Zeitung en Allemagne ou ABC en Espagne, par exemple. Même le tabloïd europhobe britannique d'Express met le visage déterminé du président Hollande. France strikes back. La France se venge. Pour le moment, on parle des faits, pas de commentaires sur les frappes sur Raqqa. Et sur les séquelles, les suites des attentats, Alex ? On dit la Belgique, toujours la Belgique. C'est le titre du Tageszeitung en Allemagne. Plusieurs journaux enquêtent par exemple à Molenbeek, quartier de Bruxelles, où l'on peut trouver une Kalachnikov en 30 minutes, selon le Telegraph britannique. Sur place, la Libre Belgique cite le ministre de l'Intérieur belge. Il n'y a qu'à Bruxelles, où le nombre de départs vers la Syrie ne baisse jamais. Puis selon le journal flamand de Standard ce matin, le cerveau derrière les attentats de Paris, Abdelhamid Abaoud, était aussi derrière les attentats échoués à Verviers en Belgique en janvier. Et les attentats qui ont frappé tout le continent, en quelque sorte. Oui, c'est émouvant. Chacun dénombre ses morts parmi tant d'autres. À la une en Italie, par exemple, Valeria, une jeune Vénitienne morte au Bataclan. Le journal de Noticias à Lisbonne affirme que l'un des tueurs du Bataclan avait du sang portugais. Et puis, ne serait-ce qu'à Copenhague, pour finir, 20 000 personnes, bougies à la main, réunies en silence. Et sur toute la première page du journal Politiken, la Tour Eiffel et la phrase en danois, la meilleure arme contre le terrorisme, c'est la liberté. Alain Acco, je me tourne vers vous, chef du service police-justice d'Europe 1. On s'interroge sur beaucoup de choses évidemment, mais en particulier sur ce qui s'est passé autour du Stade de France vendredi soir. Trois kamikazes qui se font exploser. Ils tuent une personne et on se demande, avec beaucoup de guillemets, pourquoi il n'y a pas eu plus de morts ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a raté de leur point de vue ? Très clairement, de leur point de vue, c'est une opération ratée. 3 kamikazes qui se font sauter, une seule victime tuée, plusieurs blessés, certes, mais le bilan aurait dû, dans leur logique, être beaucoup plus lourd. Justement, la question de la logique qui intrigue les enquêteurs. Pourquoi se sont-ils fait sauter pendant le match, 20 minutes après le coup d'envoi pour la première explosion, alors les que allées sont vides en quelque sorte, parce dans que tout le monde est dans le l'esplanade stade. Quasiment vide, alors que s'ils s'étaient fait sauter juste avant ou juste après à la sortie, les dégâts auraient pu être considérables et le bilan encore plus tragique. Alors l'explication la plus simple et peut-être la plus évidente, c'est qu'ils ne sont pas arrivés à l'heure. Il ne faut pas exclure du tout cette hypothèse. S'ils ne sont pas arrivés à l'heure, c'est qu'ils connaissaient mal les lieux ou pas du tout les lieux, qu'ils n'avaient peut-être pas effectué de repérage. En tout cas, qu'ils ne sont pas du quartier, ils ne sont pas du coin, ils ne sont pas du 9-3, ils ne connaissaient pas les abords du Stade de France. Et donc là, il y a peut-être un manque, entre guillemets, de professionnalisme, compte tenu de tout ce qu'on a dit sur ces commandos dans Paris qui avaient l'air, eux, très organisés. On peut être organisé, on peut planifier, et puis après, il y a les aléas du terrain et de l'opérationnel, et Didier François peut en témoigner pour les militaires. Leur planification, c'est effectivement ça, ils voulaient taper fort, ils sont visiblement arrivés en retard. Sur une opération de cette nature-là, en planification, les gars sont obligés de se faire exploser avant que l'autre équipe ne se mette à tirer, parce que sinon, après, évidemment, donc, ils sont repérés. Donc ils ont décidé de déclencher leur bombe alors qu'ils étaient arrivés en retard, et ils ne pouvaient pas le faire après, ils ne pouvaient pas attendre la fin du match. Ou alors, ensuite, une fois qu'ils ont raté le début du match, ils se seront peut-être fait exploser, c'est une première hypothèse, aux horaires qui étaient prévus dans leur plan, 21h20, 21h30, 21h50, pour multiplier la planique à l'intérieur du stade, s'ils étaient rentrés dans le stade, mais rien à ce stade ne prouve qu'ils ont tenté de le faire. Aucun vigile, contrairement à ce qui a pu être dit notamment par le secrétaire d'État au sport, n'a témoigné avoir repoussé ça c'est faux, ça n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé, en tout cas, ce n'est pas établi du tout par les enquêteurs. Juste une question par rapport à ce que nous disait Alex Taylor. Vous nous disiez, Alex, il faut 30 minutes en Belgique pour acheter une Kalachnikov dans certains quartiers, c'est ce que dit... À Molenbeek, qui est le quartier islamique de Bruxelles, oui. Il y a beaucoup de fantasmes autour de la situation en France. Est-ce qu'on s'achète très facilement une Kalachnikov aussi chez nous ? En 30 minutes, si vous connaissez le vendeur, mais on ne trouve pas un vendeur comme ça. Ce sont des âneries, enfin, soyons sérieux. Didier François. N'importe qui peut pas aller acheter une Kalachnikov en 30 minutes. Nos amis de la presse britannique sont bien gentils, mais enfin, honnêtement, si on n'a pas le contact et les rapports, on est dans le fantasme. On l'a bien vu à Toulon tout récemment, avec l'arrestation d'un homme qui avait décidé d'attaquer l'arsenal de Toulon, mais qui n'a pas pu se procurer d'armes à feu à Toulon. Il a essayé d'en s'en procurer sur Internet et finalement il a acheté des couteaux. Et on s'en sert facilement ou pas d'une Kalachnikov ? C'est vraiment facile d'utilisation ? Honnêtement, si on sait, oui, il y a un sélecteur avec un levier à 3 positions. Une fois que c'est chargé, que le levier est sur la position, voilà. Mais après, c'est un problème d'aisance, et surtout la difficulté, c'est pas naturel de tuer quelqu'un, heureusement d'ailleurs. Donc
Alexandre Carra, je me tourne vers vous. On va évoquer avec vous les propositions des responsables politiques après les attentats. On commence par le gouvernement. Oui, alors le gouvernement va très vite. Il veut prolonger l'état d'urgence, ça on le sait. Il veut surtout l'adapter à la situation actuelle. Dans les mesures à venir, il y a également le renforcement de la loi. On en parlait pour lutter contre le trafic d'armes. Et puis Bernard Cazeneuve sera vendredi avec ses homologues européens. Il va réclamer un renforcement du contrôle frontière. Et puis surtout, la mise en place d'un PNR, vous savez, ce fichier des passagers aériens pour bien contrôler les arrivées sur le sol français et européen, bien sûr. Du côté de l'opposition, il y a Nicolas Sarkozy, le président du parti Les Républicains, qui lui fait des propositions aussi. Oui, 3 propositions choc. D'abord, que les personnes ayant une fiche S puissent être assignées à résidence avec un bracelet électronique. Il considère que toute personne allant sur Internet pour consulter des sites djihadistes puisse être considérée comme un djihadiste lui-même. Et enfin, il réclame l'association des Russes au travail de la coalition pour anéantir Daesh. Placer en résidence surveillée toutes les fiches S. Alors les fiches S, c'est déjà 5000 personnes grosso modo. Je crois que Nicolas Sarkozy fait référence à 11 500 personnes qui, elles, font partie... Mais il sort d'où ce chiffre, 11 500 ? C'est un chiffre qui a été rendu public par le Figaro, qui concerne le fichier des personnes signalées. Ça veut dire que c'est à la fois certaines fiches S, et les fiches S comprennent aussi l'extrême droite, les ultra-gauchistes, et pas seulement les islamistes. Et également dans ce fichier, il y aurait les gens signalés au numéro vert. Vous savez, quand vous signalez votre cousin, votre frère, votre père, votre voisin qui est susceptible de vouloir partir, on fait une fiche. Sachant que ces fiches, il faut le préciser, ne sont pas basées sur des condamnations judiciaires. Il n'y a aucun fait judiciaire derrière. C'est intéressant de demander à Bernard Squarcini, l'ancien patron du renseignement, à 7h45, ce qu'il en pense, qui sera avec nous en direct. Didier François. Pardon, oui, je suis désolé, mais il faut faire attention à une chose, justement. Si on commence à mettre en judiciaire ce qui relève du renseignement, on va avoir un souci. Parce que le renseignement, c'est justement pouvoir tout ramasser en amont pour pouvoir justement trier. Donc il suffit que, par exemple, un gardien d'immeuble appelle, on va le voir et on va aller voir de quoi il s'agit. Donc c'est mis en fiche, mais c'est pas tant que c'est pas vérifié, ça reste quand même ça peut être de la délation. Faire attention. Didier François, j'ai une dernière question pour vous. 10 000 militaires au total seront déployés d'ici demain. Qu'est-ce qu'on va leur faire faire de différent, de mieux peut-être pour essayer d'éviter qu'un nouveau carnage se produise? Alors en fait, là, il y a déjà 1000 militaires supplémentaires qui ont été renforcés. Il y en a 5000 sur Paris là, qui sont déployés. En 48 heures, l'armée a déployé 1000 hommes de plus. Ce que voudrait l'état-major, honnêtement, c'est de pouvoir avoir plus de souplesse dans la façon d'utiliser ces hommes. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, par exemple, on voit à Sentinelle, ça fonctionne dans la mesure où, comme on protège des endroits de manière assez solide, les terroristes ne vont pas dessus. Le problème, c'est qu'ils vont ailleurs. Donc une opération militaire, c'est pas du statique. Le statique, en militaire, ça marche jamais très longtemps parce donc les gardes devant les édifices, ça sert pas à grand chose. C'est bien, ça protège l'édifice, mais le problème c'est que c'est beaucoup de moyens déployés pour peu d'effets. Donc ce qu'il faudrait laisser faire, c'est que les militaires puissent planifier leurs opérations de manière militaire en faisant des patrouilles mobiles et en pouvant mettre un petit peu de surprise face à l'adversaire, face aux terroristes, pour qu'ils ne sachent pas où ils sont, et donc laisser aux militaires comme en guerre avec un ennemi, cette souplesse de manœuvre, cette capacité à tenir le terrain qu'ont les militaires. Sur les propositions, notons quand même encore la course à l'échalote au populisme. Laurent Wauquiez qui propose d'interner 4000 personnes dans des centres d'internement, les fameuses fiches S justement. Nicolas Dupont-Aignan qui propose d'éloigner les Français qui seraient allés en Syrie à Cayenne, donc vous imaginez. Enfin, notons quand même une proposition intéressante, c'est la proposition conjointe de Jean-Christophe Lagarde de l'UDI, de François Bayrou du MoDem et de Jean-Michel Baillet. Eux veulent créer une garde nationale à la française pour décharger un peu le travail des policiers et des militaires. Justement, à propos de ça, il y a un témoignage très intéressant à la une d'un journal néerlandais ce matin. C'est une femme qui a fait tout le voyage de la Syrie et qui a dit voilà pourquoi nous sommes partis. Pour échapper à ça. Merci les experts. Retour demain matin, évidemment, à 7h.